On pourrait envisager maintenant un aspect essentiel que sont les dérives du sport et surtout le regard de l'économiste sur ces dérives du sport. Alors, elles sont de toutes sortes, les dérives financières, on a eu l'occasion d'en parler, les paris truqués, la discrimination raciale, mais aussi se pose la question du dopage. Alors comment intégrer ces dérives dans une réflexion économique ? Oui, alors il y a une économie du dopage, c'est une théorie connue qui remonte à Becker, un prix Nobel d'économie, qui a développé une économie du crime. Et parmi les crimes possibles, il y a la corruption, il y a le dopage, et on le met dans la même analyse, qui est tout simplement que le criminel, donc le dopé, c'est un individu qui, avant de prendre la décision de se doper, compare ce qu'il va gagner économiquement du dopage, donc il va gagner des revenus, une notoriété, etc., avec des coûts qui sont le coût des produits dopants, mais aussi le coût des sanctions éventuelles. Donc tout ça, c'est en probabilité. Donc sa probabilité de gain et sa probabilité de coût. Et quand il voit que sa probabilité de gain est plus grande, il décide de se doper, parce qu'il il est gagnant, sauf si, dernière variable, sauf s'il a une éthique très très forte qui va l'empêcher de se doper. Mais c'est de moins en moins vrai de nos jours. Donc il y a vraiment un calcul économique de décision de corrompre ou de se doper. Ça, c'est l'approche, disons, un peu traditionnelle. Plus récemment, il y a une analyse que je trouve plus intellectuellement intéressante du dopage d'un point de vue économique, qu'on appelle la théorie des jeux, et plus exactement un jeu qu'on appelle le dilemme du prisonnier. Imaginons deux situations où il y a deux joueurs qui sont en compétition, et il y a deux situations. L'une, il ne se dope pas, l'autre, ils se dopent tous les deux. Et le résultat, ils se partagent les gains. C'est-à-dire, ils font match nul ou ils partagent les revenus. Bon. Et puis, il y a une troisième situation, il y en a un qui se dope, et l'autre ne se dope pas. Et celui qui se dope gagne tout le temps. Eh bien, si ce modèle marche, et on a l'impression qu'il marche dans la réalité, ça conduit à la conclusion suivante que tout le monde a intérêt à tout le temps se doper. Et plus il y a d'argent dans le sport, et plus on a intérêt à se doper, c'est-à-dire à se mettre dans la situation 3. C'est-à-dire se doper quoi qu'il arrive, parce que si l'autre se dope, on va partager les revenus. Mais si moi je ne me dope pas, et que lui il se dope, je perds tout, et lui il gagne tout. Alors donc, dopons-nous. C'est très inquiétant, mais je pense que ça fonctionne comme ça. Je reconnaissais que c'est une thèse paradoxale tout de même. Elle est un peu paradoxale, mais elle conduit en fait à revoir la lutte contre le dopage. Bon, la lutte contre le dopage pour beaucoup d'économistes, c'est un échec. Pourquoi ? Parce qu'on définit une liste de produits qu'il est interdit de prendre ou de techniques qu'on n'a pas le droit d'utiliser. Alors notamment dans le cas des substances, il y a un seuil. C'est-à-dire si vous avez de l'EPO en dessous d'un seuil, vous n'êtes pas dopé, si vous êtes au-dessus du seuil. Ça a deux effets très mauvais. Le premier, c'est que tout sportif propre est incité à se doper jusqu'au seuil. Donc le fait d'avoir un seuil de dopage, ça incite en fait les gens à se doper au moins un peu, alors qu'ils n'y auraient peut-être même pas pensé. Et puis au-dessus du seuil, eh bien, ça conduit les labos de pharmacie, les médecins, etc., à inventer de nouveaux produits ou de nouvelles techniques de dopage. Donc il y a une course entre l'innovation pharmaceutique et médicale et le dopage qui est perdu d'avance. Il y aura toujours un produit nouveau. Donc il ne faut pas procéder comme ça. Alors que si l'on part du dilemme du prisonnier, donc si je me dope, c'est-à-dire je triche, parce que je suspecte que l'autre pourrait tricher. Voilà l'idée. Eh bien, de cela, on peut dériver une solution, une formule, elle est peut-être un peu utopique, mais il faudrait la tester au moins, de lutte contre le dopage qui serait celle-ci. Passons une charte entre tous les athlètes d'un sport, acceptant que chaque athlète déclare en début de saison, par exemple, quel est son protocole de pharmaceutique ou médical. Quels sont tous les produits qu'il va utiliser ou les techniques médicales qui vont lui être appliquées. Tout le monde inscrit ça, c'est dans un document. On peut supposer qu'il n'y met que des choses pas dopantes, mais il peut y mettre des choses dopantes, on n'en sait rien. Imaginons qu'il gagne très souvent des compétitions. Plusieurs autres athlètes le suspectent à ce moment-là de dopage et demandent la divulgation du protocole, sous réserve qu'eux-mêmes divulguent le leur.
Et s'il y a un accord des athlètes qui se fait sur cette base-là, évidemment, les athlètes mettront de moins en moins de produits dopants dans leur protocole. Il y en aura toujours un peu.